Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT Battleground 2023. Le show qui s'ouvre avec Wesley qui défend son titre de champion nord-américain face à Tyler Bate et Joe Gacy. Ma note pour ce combat est de 4,25, un combat de 11 minutes, c'est bien timé je trouve. Honnêtement j'ai pas pris beaucoup de notes parce que j'étais vraiment à fond dans le match, j'étais happé par le match. C'était un excellent combat à 3, on le sait, la WWE est vraiment, j'ai envie de dire, reine dans ce domaine-là, dans la construction des matchs à 3. Et ça n'a pas raté. C'était un excellent match à 3. Ce que j'ai aimé, c'est, on en avait parlé lors des derniers jours, la relation entre Tyler Bate et Wesley. Un Wesley qui se sent trahi par Tyler Bate, qui va vers cette course vers le titre, alors que Wesley ne le voyait absolument pas venir. Finalement, les deux vont pas se frapper directement. Il va y avoir une sorte d'entraide pour s'occuper de Joe Gacy, qui est le big guy de ce combat, entre guillemets. Mais très rapidement, Wesley va s'en prendre à Tyler Bate et finalement, il n'y aura plus de cadeau très rapidement. Mais oui, comme je le disais, Gacy est un peu le big guy de ce match, le big guy qui est important, je trouve, parce que tu as Wesley et Tyler Bate qui sont des gabarits très petits, très fins, entre guillemets, même s'ils sont quand même très costaud, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est important d'avoir un Gacy qui apporte quelque chose d'autre dans ce combat, une vision différente, un catch différent, et Gacy brille vraiment. Je trouve que les trois brillent. J'ai pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Wesley qui d'habitude est toujours au-dessus du lot. Non, je trouve qu'il est bien là en tant que champion nord-américain, mais il laisse sa place aux autres. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Ce qu'on peut noter finalement, c'est que Wesley va conserver. On pouvait s'en douter aussi, mais surtout, c'est qu'il va faire le tomber sur Joe Gacy. Et donc, comme je l'avais prédit, je ne me trompe pas tout le temps dans mes pronostics, c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, on va sûrement partir sur Tyler Bate contre Wesley. Vu que Tyler Bate n'a pas pris le tombé gagnant, clairement Tyler Bate peut dire « Bah ouais, je peux te challenger maintenant Wesley dans un match 1 contre 1 ». Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la suite. Parce que ouais, on aura un excellent combat, sans aucun doute. Dragon Lee fait face à Noam Dar. L'Heritage Cup est en jeu. Ma note pour ce combat, et c'est peut-être une surprise pour vous, 3,5 sur 5. C'est l'une des plus mauvaises notes de week-end, ce qui reste une note très honnête, hein. Je rappelle, hein, c'est sur 5, donc on est quand même au-dessus de la moyenne, on est sur un 14 sur 20 si vous voulez. C'est quand même très honnête. Mais c'est ma déception du week-end. Voilà, si je suis totalement honnête avec vous, c'est ma déception du week-end. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réussi à adhérer au format. Je n'ai pas réussi à rentrer totalement dans ce combat à cause de ce format. Je rappelle donc, c'est un match Heritage Cup. Et du coup, on va avoir finalement des rounds de 3 minutes. Et celui finalement qui arrive à 2 tombées, à 2 points finalement, soumission tombée le plus rapidement sur ces 6 rounds, eh bien gagne le combat et cette Heritage Cup. Et je sais pas, c'était trop haché forcément, c'est le principe même, c'est-à-dire que tu vas avoir 3 minutes de round et dès qu'il y a un tombé gagnant d'ailleurs, eh bien le round se termine et petite pause et on passe à l'autre round, c'est des pauses de 20 secondes. Je sais pas, c'est trop haché pour moi, c'est trop coupé pour moi. Moi j'avoue que j'ai besoin qu'il y ait un certain rythme en tout cas, un sens du storytelling, il y a quelque chose. Et là, je sais pas. Je n'ai pas ça dans ce combat. Pourtant, ce qui se passe sur le ring est plutôt excellent. Dragon Lee et Noam Dar font de belles choses. Je retiens notamment une sorte de powerbomb portée à l'extérieur par Noam Dar. Assez dangereuse d'ailleurs, mais c'était visuellement très beau. Mais ouais, je n'arrive pas à rentrer dans ce combat. Et le public d'ailleurs met un peu de mal à rentrer dedans, je trouve. Après, ils sont plutôt intéressés par le match, mais même le public met un peu dedans à rentrer dedans. D'ailleurs, ce qui me gêne aussi, c'est que Noam Dar gagne le premier point un peu trop facilement et rapidement dans ce match. Il gagne rapidement 1-0 et c'est pas avec une grosse prise, avec un tombé à l'arraché. Ça m'a pas beaucoup plu. Dragon Lee arrive à revenir 1-1, mais finalement, la fin de match, là aussi, fait baisser ma note parce qu'honnêtement, j'aurais pu être sur un 3,75. Mais la fin de match, un peu expéditive, où finalement, on va avoir Jakara Jackson qui va arriver et Lash Legend. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est des superstars qu'on a vu du côté de NXT Level Up combattre, mais surtout qu'on a vu à NXT avoir
quelques segments, quelques interactions avec Noam Dar. Et bah c'était pas anodin parce qu'elles vont venir l'aider. Distraction de Jakara Jackson. De l'autre côté, Lashley John va mettre un coup de poubelle sur donc Dragon Lee. Noam Dar en profite et victoire donc de Noam Dar, je crois au 5e round, donc un match qui va durer peut-être un peu plus de 10 minutes. Mais ouais, petite déception ce combat. C'est pas la déception de l'année, c'est pas un match catastrophique, mais voilà, le format a fait que je n'ai pas réussi à rentrer dans ce match. Il y a Dragunov fait face à Dijak, un match qui est un last man standing. Ma note pour ce combat, simple, efficace. 5. 5 sur 5 pour ce combat. Si je suis totalement franc avec vous, j'ai eu les larmes aux yeux devant ce combat. Je vais vous expliquer à quel moment et pourquoi. Ou à un moment donné, pendant le combat, Dragunov va se retrouver dans l'un des coins du ring. Il est totalement affaibli, il est totalement presque vaincu par Dijak. Il est presque KO, il est presque sonné. Et Dijak va vraiment le positionner dans le coin et va lui mettre des coups de kendo stick dans le ventre. Les coups de kendo, on en voit souvent dans le dos, c'est assez violent, mais on sait que le dos, normalement, c'est là où si on porte les coups de chaise, c'est un peu plus costaud, c'est un peu plus solide. Là, les coups de kendo dans le ventre, avec la réaction de Dragunov, qui est quasiment en larmes, crie, ça m'a donné des frissons. Ça m'a réellement donné des frissons, et j'avoue que j'étais pas loin, j'allais pas chialer pendant 10 minutes, mais vous voyez ce que je veux dire, j'étais vraiment sous pression, sous tension, et ouais, ça m'a fait quelque chose. Et globalement, ce match est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de 15 minutes, et surtout, ils sont fous. Alors, on s'en doutait qu'on allait avoir ce type de combat-là, parce que les deux sont totalement malades. Les deux ont vraiment des problèmes, hein, vraiment, parce qu'ils ont envie de se faire du mal, ils aiment ça, et on le savait qu'on allait avoir ça. Mais quand tu le vois, c'est quand même autre chose. Le savoir c'est bien, le voir c'est quand même autre chose. Et dès le début du match, Dragunov il fait un truc stupide. Eh bien, il va se jeter sur une table, la tête la première, une table que Dijak avait en main. Et Dragunov va se directement couper au niveau du menton. Ça pisse le sang. Il y a une petite coupure, ce qui fait que Dijak, on a des gros plans sur lui, on nous montre des ralentis, des prises précédentes. Tu sens qu'on soigne un peu cette blessure, mais cette blessure va finalement se rouvrir pendant le match et ça va un peu saigner. Bon, ça a l'air d'être qu'une coupure, donc ça va, ça devrait aller pour Dragunov. Mais ouais, Dragunov est un fou. Il va te faire un coast-to-coast avec les escaliers. D'ailleurs, les escaliers qui vont être finalement l'objet le plus important de ce combat. Vraiment, c'est ce qui va aider ces deux superstars à faire des prises folles, à blesser son adversaire, à détruire son adversaire. À tel point que c'est presque violent, ça fait presque mal en tant que spectateur de voir ça. Enfin, on s'attendait à ça encore une fois. Hein. Mais ouais, j'étais sous pression, j'étais sous tension et ça m'a vraiment fait quelque chose ce match. C'est pour ça que j'ai mis 5 parce que on le savait. Cette histoire a été construite de manière à ce qu'on ait une vraie rivalité d'intensité. Vraiment, les deux ne voulaient pas lâcher. On a vraiment des segments à chaque fois entre les deux. C'était qui allait frapper le plus fort, qui allait détruire l'autre. Et on a eu ça pendant ce combat. On a même eu un Dragunov qui était vraiment en grosse difficulté dans ce match. Il a réussi à se relever. Il a réussi à finalement à reprendre le dessus. Mais ouais, Dijak, je pense quand même à la carrière de Dijak sur les derniers mois, dernières années. Le gars qui était fantastique à NXT arrive dans le roster avec Retribution, ça se passe pas bien du tout, il catch même pas, etc. Et là, il revient à NXT, il se dit, bah tu sais quoi, ouais, j'ai fait déjà ma carrière, mais je vais faire des matchs de fou, je vais prendre des risques de malade. Je rappelle qu'il a eu un match contre Wesley où son doigt s'est tordu en 32. Là, il te fait ça encore une fois. Bref, c'est un fou. Vraiment, je ne peux que dire que ce sont deux fous, en fait. Et ouais, j'ai trouvé ça génial en termes de drame, en termes de storytelling. J'ai trouvé ça fantastique. Donc ouais, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que ça. Victoire de Dragunov, bien évidemment. Est-ce que Dragunov va aller dans le roster principal après cette victoire? On peut se poser la question, bien sûr. Est-ce que Dragunov va aller challenger Carmelo Hayes ou Bron Breakker? On peut se poser la question. Mais en tout cas, on suit chaque mouvement de Dragunov. On suit, parce que c'est un catcheur assez exceptionnel. Gallus défendent leur titre de champion par équipe de NXT face aux Creed Brothers. Ma note pour ce combat est de 3,5 sur 5. C'est honnête. Un combat de 10 minutes. Le public qui dormait pas mal en début de match, pardon. Et moi aussi, je l'avoue, j'ai eu du mal à me remettre du Dragunov Dijak. J'avoue que, ouais, émotionnellement et physiquement, je sais pas, il y avait un truc où c'était compliqué, fallait que je souffle. Donc les premières minutes, j'ai eu pas mal de mal justement à
me mettre dedans. Et finalement, au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. Et c'est pas dû à Galos. Parce que vraiment, Galos, et j'ai noté un mot, fade. C'est fade. Vraiment, c'est... Franchement, c'est dur, hein, mais c'est presque sans intérêt. Galos, ça ne fait pas grand-chose. Ça n'interagit pas avec le public, ça ne fait rien, ça n'essaye même pas d'être hué. Je trouve ça vraiment très décevant, Galos. Vraiment, grosse déception, Galos, à NXT. Il ne se passe absolument rien. Et pour avoir un peu de feu dans ce match, pour avoir un peu d'énergie, bah, il faut attendre que Julius Creed fasse du Julius Creed. Il va enchaîner des belly-to-belly overhead suplex. Tout ça enchaîné avec des sauts carpés. Il va faire ça pendant 1 minute. Physiquement, c'est impressionnant. Physiquement, c'est hors du commun. Mais il va le faire tranquillement, comme si de rien n'était. Et ça, clairement, ça va réveiller le public. Alors, on est déjà un peu sur la fin du match, mais ça va réveiller le public, ça va me réveiller moi. Mais clairement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour aller plus haut en termes de notes et pour que je sois vraiment très convaincu par ce combat. Je pense que les Creed Brothers ont fait de leur mieux, mais que Galos, honnêtement, voilà, c'est un peu triste. Et voilà, j'aime pas vraiment taper vraiment sur des superstars. Mais c'est très décevant, très décevant. Finalement, on va avoir Ivinal qui va faire une intervention, on va avoir Mark Coffey qui va faire une intervention, Joe Coffey pardon qui va faire une intervention, et ensuite on va avoir Ava qui va faire une nouvelle intervention qui va donner la victoire finalement à Galos qui conserve leur titre. J'avais misé sur une victoire des Creed Brothers parce que je n'en pouvais plus de Galos déjà avant ce combat, et là ça ne s'est pas amélioré. On continue avec Galos et c'est pas pour mon plaisir. Clairement pas. Finale du tournoi féminin pour déterminer la prochaine championne de NXT. Lyra Valkyria fait face à Tiffany Stratton. Ma note pour ce combat est de 4 sur 5. Un bon combat du coup. Pas mal de choses à dire sur ce match. Déjà, et je l'ai ressenti dès l'entrée, parce que je regarde quand même tout le temps NXT. Je m'intéresse aux personnages, je m'intéresse aux personnes aussi. Et Tiffany Stratton était giga stressée. Je peux le lire sur son visage qu'elle est giga stressée. Elle fait d'ailleurs, elle a un souffle, un soupir avant de commencer le match où tu sens que faut extérioriser tout ça parce que c'est compliqué. Tu sens qu'il y a une certaine pression et je le vois sur son visage. Lors de son entrée, je me dis, oula, là il y a du stress. Et ça peut se comprendre et ça peut totalement se comprendre. Elle est très jeune, premier gros match de championnat devant 4000 personnes il me semble. C'est quand même pas rien. Et elle va plutôt bien s'en sortir. J'ai mis 4 parce que je trouve que la construction du match est intéressante et bien foutue surtout. Même si je sens le stress de Tiffany Stratton dans certaines prises, dans certains enchaînements. C'est-à-dire que je vois quelques imperfections, quelques problèmes en termes de timing. Je les vois clairement. C'est des détails, mais je les ressens et je pense que c'est dû au stress, peut-être des deux, même hein, je ne peux pas mettre tout ça sur la faute de Stratton, mais je pense qu'il y a un certain stress et du coup, je leur en veux pas vraiment. Honnêtement, je ne suis pas hyper sévère sur ce combat parce que j'ai été happé, j'ai été intéressé par leur match. Comme je le disais, la construction très intéressante et très maligne. Parce qu'on a une Tiffany Stratton qui est la plus grosse star des deux, mais qui est censée être la heel dans cette histoire. Et donc Tiffany Stratton est huée, mais est quand même pas mal applaudie par le public. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va faire une Tiffany Stratton qui va blesser rapidement son adversaire, qui va surtout aggraver une blessure au genou de Lyra Valkyria, ce qui fait qu'on va avoir une certaine sympathie pour Lyra Valkyria qui se bat tout ce match avec cette blessure au niveau du genou. Ça va l'handicaper à plusieurs reprises et Stratton va pas du tout la lâcher. J'aime beaucoup le travail de Stratton à ce niveau-là. Et au fur et à mesure, je sens une Stratton qui se libère un peu plus. Elle va interagir avec le public. Elle va commencer à être arrogante comme elle sait le faire. Je sens que ça se libère tranquillement. Elle peut extérioriser. Et c'est normal, encore une fois, d'avoir autant de stress et de pression pour un tel combat. Mais ouais, je trouve que la manière d'avoir construit ce match est très maligne. Finalement, on a donc 16 minutes de match, donc c'est plutôt long. Je pense que c'est, et je suis même sûr, c'est le match le plus long de la carrière de Stratton. Donc là aussi, hein, c'est un match qui est présent et qui surtout ouvre finalement beaucoup de portes à Tiffany Stratton, mais surtout qui... c'est beaucoup de nouveautés, c'est beaucoup de premières pour Stratton. Match de championnat, 4000 personnes, 16 minutes. Encore une fois, c'est pour ça que je suis très indulgent. Elle a 23 ans, 24 ans, Tiffany Stratton. Lyra Valkyria un peu plus expérimentée, mais encore une fois, je suis très indulgent et je pense que vous comprenez pourquoi. Finalement, Tiffany Stratton va réussir à prendre le dessus sur Lyra Valkyria en portant son moonsault. Un moonsault sublimissime, vraiment l'un des plus beaux actuellement chez WWE, ça c'est sûr.
Il a une forme parfaite, vraiment. Et donc elle va remporter ce match et devenir la nouvelle championne de NXT. On s'en doutait, mais enfin, et c'est le bon moment. C'est le bon moment d'avoir Stratton en tant que championne. Je pense que là, elle a un moment où elle est dans une belle évolution, mais une évolution où tu peux dire, tu peux miser sur elle en tant que championne parce qu'elle va progresser encore, mais son niveau actuel est déjà excellent. Donc, je pense que c'est une très très bonne chose. Une Tiffany Stratton qui va pas d'ailleurs sortir de son personnage après le match et tu sens que elle a à deux doigts. C'est-à-dire que les larmes sont pas loin, où tu sens que ouais, il y a toute une pression qui doit être relâchée, mais non, elle reste dans son personnage et elle reste arrogante. Elle te le dit, hein, je vous l'avais dit, je serai championne et je le suis. Donc ouais, gros combat et je suis vraiment content de voir une Stratton championne. Et franchement, gros respect aussi à Lyra Valkyria qui s'est retrouvée dans cette position-là. Certains avaient des doutes sur le fait qu'elle soit la babyface de ce match, la grosse babyface de ce combat, parce que c'est pas la grosse babyface de NXT, bien évidemment, hein, ce n'est pas Roxanne Perez, mais elle a vraiment fait bien le boulot. Et si Stratton peut s'en sortir grandi, c'est aussi grâce à la prestation de Lyra Valkyria. Bref, bravo mesdames. Et le main event, la revanche du main event de NXT Stand and Deliver, Carmelo Hayes défend cette fois-ci son titre de champion NXT face à Bron Breakker. Ma note pour ce combat est de 4,25 sur 5. Un très bon match donc. Déjà, revenons sur les entrées. Carmelo Hayes qui a été chez lui, donc c'était vraiment assez fou, assez chaud dans le public. Un Trick Williams qui fait son intro, ça j'aime beaucoup. À chaque fois quand Trick Williams en PLE fait l'intro de Carmelo Hayes, je trouve ça vraiment très stylé. Et un Breakker avec ce masque de loup, la tenue, le fond noir, j'ai trouvé ça très beau. J'ai un problème avec l'entrée heel de Bron Breakker et beaucoup l'ont noté sur Twitter. C'est son thème. Je trouve que son thème maintenant, il colle plus trop et j'aimerais avoir un autre thème. J'aimerais avoir un autre thème d'entrée pour Bron Breakker suite à son heel turn. Je pense que vraiment ça l'aiderait. Ça, c'est peut-être qu'un détail, mais je suis pas sûr non plus que ce soit qu'un détail. On le sait, hein, les thèmes d'entrée c'est important. Je pense que ce serait très important de changer de thème. Bref, allons sur le match. J'ai cette atmosphère de grand combat parce que comme je le disais, Carmelo Hayes il est chez lui et cette fois-ci il joue le babyface et donc c'est important. Et je le disais, mais je trouve que cette configuration Breakker heel et Carmelo Hayes face rend le match peut-être meilleur qu'à Stand and Deliver. Je sais pas à quel point, je sais même pas j'ai mis combien à Stand and Deliver, j'ai peut-être mis plus, hein. Mes notes varient honnêtement. Peut-être que dans 3 mois, je penserai autre chose. Mais je trouve que ça aide les deux. C'est-à-dire que Breakker a un style qui, en tant que heel, je pense, fonctionne mieux. Et je pense que Carmelo Hayes, en tant que face, ça fonctionne bien, même si ça fonctionne très bien en tant que heel. Parce qu'il a un tel arsenal de prises qui sont très cool. Et puis c'est quelqu'un qui va voler. C'est un voltigeur. Carmelo Hayes, donc du coup ça aide encore plus Carmelo Hayes à faire plus ce genre de choses, donc je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce changement là. Et Breakker je le trouve génial dans ce match, vraiment je le trouve très bien parce que je parlais de trash talk tout à l'heure, d'interaction avec le public, lui il va vraiment le faire et c'est ce que je demande à un heel dans ce type de combat là. Encore une fois, et je l'ai déjà dit lors de ma review de Night of Champions, c'est bien la technique, c'est bien ce que tu fais sur le ring, mais si tu n'interagis pas avec le public, si tu n'arrives pas à avoir des réactions du public, si tu n'arrives pas à faire en sorte que le public t'aime, le public t'adore, le public te déteste, le public te hue, t'encourage, ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'intérêt. Et Breakker il a compris ça et je trouve qu'il est très bon en termes de trash talk. Quand il fait ses pompes sur le ring, c'est très bien, simple, basique, efficace, mais ça fonctionne. Le petit trash talk basique, simple, mais ça fonctionne. Donc franchement, très bien à ce niveau-là. Et c'est vrai que ces dernières semaines, je trouvais que Carmelo Hayes était un champion un peu affaibli. Souvent, il était dominé par Breakker dans les segments. Là, j'ai trouvé que Carmelo Hayes était très bien. Très bien parce que dès le début du match, il va montrer qui est le patron, qui est le champion NXT. C'est lui qui débute ce match de la meilleure des manières et c'est lui qui domine. Ensuite, on va avoir un Breakker qui va être destructeur à la manière d'un Brock Lesnar. Vous allez comprendre où je vais aller. C'est que Breakker a un style où il porte beaucoup de souplex, de belly to belly, etc. Et je pense que justement, l'avoir en heel avec cet arsenal-là, c'est la bonne décision parce qu'il y a ce côté Brock Lesnar, ce côté destructeur, ce côté j'enchaîne machine à prise. J'aime vraiment beaucoup ce côté-là. J'enchaîne les prises. Moi, je fatigue pas et j'aime beaucoup ça. Donc, je trouve que vraiment, c'est gagnant-gagnant ce changement, encore une fois. Le spot du match, c'est le Spear Out of Nowhere de Bron Breakker qui te sort un spear, mais vraiment
encore une fois, hein, il a coupé en deux Carmelo Hayes, et c'est pas le premier hein, qu'il fait ces dernières semaines, mais celui-là, je pense que c'était le meilleur. Les autres étaient déjà très bien, mais alors celui-là, je me suis levé, hein. Je me suis vraiment levé de mon canapé parce que ouais, c'était impressionnant, vraiment impressionnant. C'est le meilleur spear actuellement chez WWE. Dans les autres fédérations, etc., vous pouvez avoir des débats. Chez WWE, c'est le meilleur. C'est meilleur que celui de Bobby Lashley, meilleur que celui de Edge, meilleur que celui de Roman Reigns. Et oui, désolé. Mais non, c'est le meilleur. C'est le meilleur spear actuellement chez WWE. Et la bonne chose aussi, eh bien, c'est que Carmelo Hayes va remporter ce match, va conserver son titre de manière clean. Ce qui est logique pour un babyface. Mais ce que je veux dire, c'est que Trick Williams ne fait rien. Trick Williams est juste là pour regarder le combat et ne fait rien dans ce combat. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, victoire de Carmelo Hayes qui conserve. Il n'y aura pas de troisième match entre les deux. Je vois pas une trilogie. En tout cas, ça n'a pas d'intérêt. Hayes est en 2-0. Pourquoi il accepterait un autre challenge? Ça n'aurait pas de sens. Maintenant, quel futur pour Bron Breakker? Certains parlent d'un call-up dans le main roster. Je ne sais pas. Shawn Michaels en a parlé récemment en interview. Pour lui, Bron Breakker est prêt et en même temps, il te dit que il aimerait bien le garder parce qu'il pense qu'il y a d'autres histoires à faire du côté de NXT. Et il te dit aussi que s'il y a le call-up, il ne pourra pas faire autrement. Bron Breakker sera dans le roster principal et ce sera une très bonne chose. Donc honnêtement, les deux me vont. Si Breakker peut se construire encore un peu plus du côté de NXT en tant que heel, ça me va. S'il va dans le main roster et qu'il y a un vrai but, qu'il y a un vrai objectif, ça me va aussi. Bilan de ce NXT Battleground, c'était un show de très très bon niveau. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai pas regardé ce show en direct. Je l'ai regardé le matin en me levant tranquillement. J'étais bien trop mort. Honnêtement, Night of Champions, les choses que j'avais à faire ce week-end m'ont un peu trop mis KO. Donc je ne pouvais pas regarder en direct. Ce qui ne change rien à mon expérience en tant que viewer. Je trouve que voilà, le matin comme ça, en meilleure forme, c'est plutôt une bonne chose, je pense. Des fois, il ne faut pas se forcer. Et je le dis un peu pour tout le monde, parce que des fois, tu peux avoir des avis à chaud qui sont inintéressants parce que tu es crevé. Tu as vu un show jusqu'à 5 h du matin et t'en peux plus. Donc, des fois, il vaut mieux aller se coucher, regarder le show tranquillement. Et franchement, c'était un bon show. Franchement, dans la globalité, c'est un show qui est très très honnête. On n'a pas de notes en dessous de la moyenne et ça, c'est quand même déjà très bien. Ce qui est rare de toute façon du côté de NXT, on a très très peu de notes en dessous de la moyenne, même chez WWE en général ces derniers mois. Je ne crois pas que j'ai mis beaucoup de notes en dessous de la moyenne lors des matchs, je crois pas trop. Mais ouais, globalement un bon show, des matchs de qualité. Ce qui va être intéressant, c'est la suite pour Carmelo Hayes, la suite pour Tiffany Stratton en tant que championne. Ça va être intéressant à suivre lors du prochain NXT. Donc ma note pour ce show, on est sur un bon 8 sur 10. Bref. Je vous remercie pour ce week-end qui était vraiment fou en termes de vues, en termes de présence de votre part, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. Merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. Nous, on va se retrouver donc dès demain, et oui déjà dès demain pour la review de Raw, un Raw bien attendu là aussi après Night of Champions. Bref, salut.